Merci beaucoup, Monsieur Moison. Chaque fois que je vais parler en public, je fais face à un terrible dilemme. Soit je mets des lunettes avec lesquelles je vois mon texte, soit je mets des lunettes avec lesquelles je vois le public. Donc, en tout cas, cela me fait plaisir de voir beaucoup de visages que j'ai vus à Braga aussi il y a maintenant un an et demi presque. Messieurs Comelin et Marzouki, représentants des institutions territoriales et nationales, professionnels de la médiation sociale, chercheurs et formateurs, mesdames et messieurs. Au nom du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, je suis enchantée d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie vivement les organisateurs qui m'ont conviée à cet échange. Lorsque vos experts se sont réunis à Créteil en 2000, ils ont défini le terme inclusion sociale comme un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lesquels un tiers impartial et indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Comme votre projet, mais à l'échelle internationale, les Nations Unies ont été créées comme un espace de dialogue et de règlement de conflits entre les États. L'impartialité est notre ADN et la médiation entre États ou entre acteurs non étatiques est un de nos instruments. J'irais même jusqu'à dire que la médiation entre parties en conflit est un outil clé de l'action politique des Nations Unies. La médiation est trop souvent considérée seulement comme un moyen de résoudre des conflits déjà existants. Cependant, elle revêt un potentiel énorme pour la prévention des conflits. Si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi parce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé à tous ses représentants et à toutes les agences de l'ONU de s'investir davantage dans la prévention. Mais comment prévenir les conflits ? La charte de l'ONU nous donne déjà quelques indices en déclarant que les droits humains constituent un pilier de l'organisation. Effectivement, le respect des droits humains constitue le meilleur moyen préventif contre les guerres et l'oppression. Plus les droits humains seront respectés, moins il y aura des conflits et des violations des droits de l'homme. C'est le cas à votre niveau également. Plus vous œuvrez pour que la dignité et les droits de chacun et chacune soient garantis, moins il se produiront des tensions et des situations d'exclusion. Médiateurs sociaux, vous êtes donc en quelque sorte des promoteurs des droits humains sur le terrain. Mais concrètement, ça veut dire quoi, promouvoir les droits humains ? Les droits humains sont énumérés en 30 articles dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'en ai amené quelques exemplaires et je vous conseille vraiment de prendre le temps de les lire. Cet agenda ambitieux a été adopté déjà en 1948 et il garantit à chaque individu des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. En fait, ces 30 articles énumèrent les conditions pour une vie digne et une société inclusive. Tristement, si nous devions renégocier ce texte à l'Assemblée générale aujourd'hui, il ne serait peut-être plus possible d'obtenir un consensus international sur ces droits. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'analyser en profondeur la Déclaration universelle, mais je voudrais vous conseiller de l'utiliser comme une boussole dans votre travail. Je voudrais attirer votre attention particulière sur l'article 1er qui déclare que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et sur l'article 2 qui prévoit que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés dans la déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. En fait, le principe de la non-discrimination est la pierre angulaire des traités internationaux de droits humains. Le contraire de la discrimination, c'est l'égalité, mais c'est aussi l'inclusion. Car quelle est l'égalité réelle pour un enfant issu de l'immigration ou de la minorité rome qui se retrouve dans une école ségrégée? Quelle est l'égalité réelle pour les personnes vivant avec un handicap qui se trouvent confinées à des institutions sans accès à l'enseignement ensemble avec des personnes non handicapées? Où se trouve-t-il l'égalité lorsque les quartiers sont ségrégés par revenu ou par ethnicité? L'égalité substantive requiert qu'il y ait inclusion. En tant que médiateur pour l'inclusion sociale, je fais donc un appel à vous d'être non seulement des promoteurs de droits humains, mais également des défenseurs des droits humains. Les objectifs du développement durable, les ODD, nous interpellent d'ailleurs de ne laisser personne pour compte. Tout l'agenda, qui d'ailleurs est un agenda universel qui s'applique en Europe comme dans le reste du monde, demande aux États dans son préambule de mettre en œuvre les ODD en respectant le principe « Leave no one behind » en anglais. L'agenda 2030 va même plus loin et nous demande de commencer par relever la personne la plus laissée pour compte. Cependant, en Europe comme ailleurs, nous constatons des inégalités croissantes et nous avons encore beaucoup de progrès à faire pour arriver à des sociétés inclusives. L'agenda 2030 nécessite un partenariat entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Cette coopération constitue un ingrédient essentiel pour la réalisation des objectifs du développement durable. Et je vous encourage d'inscrire votre projet de médiation sociale dans cette optique. Mesdames et messieurs, le dialogue interculturel est essentiel pour éviter l'exclusion des personnes sur la base de leur identité ethnique, culturelle ou religieuse. Il permet de trouver la force dans la diversité au lieu de la percevoir comme un obstacle. Nous avons besoin de vous en Europe, médiateurs sociaux, pour nous aider à engager tant la majorité comme les communautés minoritaires dans ce dialogue. Les droits humains constituent des obligations juridiques et sont donc contraignants. Mais ils constituent également une philosophie de vie. Ainsi, il incombe à chacun parmi nous d'agir pour un monde où chacun donne et reçoit de la dignité et du respect. En fait, la Déclaration des droits humains nous demande d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Qu'est-ce que cela signifie de nos jours, la fraternité? Face à la fracture que nous observons en Europe, la fraternité commence par des petits pas. La médiation sociale dans laquelle vous vous inscrivez obéit à la logique du bas vers le haut. Et cela donc s'intègre parfaitement dans la logique de fraternité. J'aimerais dire quelques mots sur la participation, qui est essentielle dans notre société démocratique. Dans une Europe mise lourdement à l'épreuve par des polarisations croissantes et le rejet de celle ou celui considéré comme différent, nous n'avons pas seulement besoin de plus de prévention, mais également de plus de participation. Renforcer les liens sociaux, les dialogues entre les différents groupes, ainsi qu'entre les institutions et la population, constitue un modèle. La participation active des gens, des personnes à la vie en société ainsi qu'à la vie politique est indispensable. L'inclusion des citoyens et des résidents dans les processus de délibération et de prise de décision au niveau local augmente les chances d'une mise en œuvre efficace des décisions prises ainsi que de la résolution des doléances par des moyens pacifiques. Je voudrais féliciter les acteurs du projet CREA.
et le représentant du consortium qui donne vie à la notion de la médiation sociale dans de nombreuses villes européennes. Vous prouvez qu'une communication authentique, sans préjudice et inclusive est possible. D'un point de vue du droit international, et s'appuyant sur le double principe de l'égalité et de la non-discrimination, la médiation sociale devrait donc être considérée comme une bonne pratique. Mais ceci ne peut constituer un prétexte pour l'État de ne pas agir ou de sous-traiter sa responsabilité à des acteurs privés ou aux associations au but non lucratif. L'État reste, aux yeux du droit international, le principal porteur d'obligations dans le domaine des droits humains et doit se porter garant de la dignité de chacun. L'État est responsable de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits humains pour toutes les personnes relevant de sa juridiction et se doit de prendre des mesures positives en cas de discrimination de certains groupes ou d'injustice historique. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Cela ne fait aucun doute. Les discours de haine, la rhétorique raciste et xénophobe, combinés avec la portée et la vitesse des messages transmis dans les réseaux sociaux, nous défient plus que jamais. Face à une intolérance croissante, vous, médiateurs sociaux, jouez un rôle clé à privilégier le dialogue et à désamorcer les crises. La liberté d'expression derrière laquelle se cachent des fois les personnalités, même publiques, ne peut porter préjudice aux droits d'autrui. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdit par la loi. Les hommes et les femmes politiques ont une responsabilité particulière dans la lutte contre les discours de haine et l'intolérance. Les nouvelles technologies ont contribué de manière significative à l'amplification des discours de haine. De plus, il s'est produit une sorte de banalisation. Le politiquement incorrect est redevenu à la mode. Mais lorsque nous sommes politiquement incorrects, c'est souvent au détriment du plus vulnérable ou du plus impuissant. Le moyen le plus efficace pour lutter contre les discours de haine n'est pas de se détourner de la politique, mais de renforcer les principes de la participation et des droits humains. Mesdames et messieurs, la médiation sociale comprend des valeurs de changement positif. D'abord, elle permet de garantir un accord productif suite à l'échange des idées de manière inclusive. De plus, elle sert d'outil à identifier rapidement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des conflits, portant ainsi une valeur préventive. Finalement, elle crée des espaces pour la diversité en tant que source de créativité et d'innovation. Il ne me reste que de vous souhaiter un échange fructueux et d'enrichissantes discussions. Merci beaucoup.